Et en plein crash, ça ne sent en tout cas pas bon pour le président américain alors que les midterms, les élections de mi-mandat, approchent à grands pas. La cote de popularité en question dépasse désormais les 60% d'insatisfaits pendant que la dette, elle, dépasse la barre symbolique des 100% du PIB et approche, selon les experts, dangereusement du record de la Seconde Guerre mondiale. Ceci pouvant s'expliquer par sa politique des droits de douane, à propos de laquelle il a d'ailleurs remis une couche sur les voitures européennes, et des investissements tous azimuts et surtout mal réfléchis. Puisqu'on parle de l'Europe, le locataire de la Maison-Blanche sera-t-il en train de s'embourber dans de nouvelles tensions diplomatiques ? Espagne, Allemagne, France, Italie, Trump s'en prend à un peu tout le monde, mécontent de ne pas avoir le soutien espéré dans le dossier iranien dans lequel il est embourbé là aussi. Plus inquiétant, la Cour suprême est en train de désosser le Voting Rights Act de 1965, monument de la protection du droit de vote des minorités américaines, pour une question de redécoupage de la carte électorale en Louisiane. Voilà un petit peu pour les sujets qui seront abordés aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous bien, il est désormais l'heure d'aller faire un tour du côté de Chemène. Je me retrouve en compagnie de votre duo préféré, Claire Rabès, bonsoir. Bonsoir. Et Tristan Cabello, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien tous les deux ? On survit avec Donald Trump ici. Tant mieux, je suis ravi. je suis ravi de l'apprendre. Peut-être que l'heure qu'on va passer, les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble vont être un peu moins bien, parce qu'évidemment, on va reparler de Donald Trump. Il cristallise un peu toute l'actualité américaine. Alors j'ai envie de commencer avec vous justement sur cette histoire de cote de popularité. Qui est en chute libre totale. Il a d'ailleurs multiplié les couacs et les déclarations chocs, comme s'endormir par exemple en plein discours d'une de ses collaboratrices, ou encore qu'il serait présent à la Maison-Blanche pour encore 8 ou 9 ans, alors qu'il est censé ne pas pouvoir se représenter jamais, vu que c'est son deuxième mandat. En tout cas, Trump est désormais jugé sondage. Alors, de deux manières, mais la première, c'est avec toujours beaucoup de précautions. Donald Trump, à la fin de son mandat en 2021, de son premier mandat, il est autour de 30%, entre 30 et 35% d'opinion favorable. Donc il est assez bas dans les sondages en fait. C'est après l'assaut du Capitole, c'est après un premier mandat dans lequel il est en difficulté, et très clairement, il a réussi à rebondir. Parce qu'en fait, avec Donald Trump, il suroccupe tellement, et tu l'as dit d'ailleurs en introduction, la scène, qu'il produit son propre narratif, on le sait. Là, avec la guerre en Iran, dans laquelle il est en difficulté, ses plus proches conseillers lui disent que ça devient justement un sujet complexe. C'est aussi pour ça qu'il est revenu sur le sujet préféré des MAGA, qui est le coût de la vie, avec les droits de douane. Enfin, on va y revenir bien entendu, mais il est quand même toujours à la main de son récit, d'ailleurs aussi après les attaques dont il a fait l'objet au dîner des correspondants. Donc une troisième, il l'a d'ailleurs complètement banalisé, une troisième tentative d'assassinat comme s'il était justement complètement immortel. Donc en fait, évidemment, ça interpelle sur le fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui soutiennent véritablement la volonté de Trump de casser tout le système. On voit bien que là, il est en difficulté sur des sujets sur lesquels il avait fait campagne. Donc encore une fois, guerre en Iran, faire des guerres à l'étranger, le Venezuela, on avait vu que ça l'avait aussi beaucoup impacté. Donc bien sûr, il y a des vraies tendances qui montrent qu'il est en difficulté. Néanmoins, c'est mon deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces cotes d'impopularité ? Est-ce qu'on arrive véritablement à les transformer ? Oui. Et une cote d'impopularité de Trump, ça ne veut pas dire une cote de popularité, par exemple, pour des idées, je ne dis même pas démocrates, mais en tout cas plus progressistes, qui vont dans le bon sens. On a beaucoup aujourd'hui de soutien ou d'anciens soutiens de Donald Trump, ou de ceux qui s'en détournent un petit peu, qui disent qu'il exagère, qu'il va trop loin, mais qu'il va quand même dans la bonne direction. Et notamment sur l'immigration et sur des sujets qui sont quand même structurants pour faire société et qui pourtant divisent vraiment le pays. Donc c'est mon deuxième point de précaution aussi sur ce qu'on en fait, ce qu'on arrive à nous en faire en tant que militants et pour le coup en se disant que justement cette cote d'impopularité, elle doit aussi servir à contrario à servir un projet politique encore. Et c'est, comme on l'a dit la dernière fois, encore assez flou du côté
côté démocrate. Donc on n'utilise pas encore cette impopularité totalement. Du coup, Tristan, est-ce que tu partages les analyses de Claire au sujet de cette cote de popularité? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est assez surprenant. En général, les présidents deviennent impopulaires vers la fin des mandats, sont prêts à passer à autre chose. Mais il y a quand même quelque chose que Claire disait qui est très intéressant et qui est très important à dire, qui émerge un peu partout dans le pays. C'est un espoir, mais c'est un espoir qui se construit contre le Parti républicain. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, c'est parce que c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la question de Donald Trump cristallise tellement les débats qu'on en oublie les autres. On oublie J.D. Vance, on oublie tous les autres qui sont derrière lui, qui font partie de son administration. Et en fait, quand on y réfléchit, on se dit, eux, ils sont peut-être pires parce qu'ils sont jeunes. Donc, ils ont certains d'entre eux, comme J.D. Vance, en premier lieu, a toute sa carrière politique devant lui. Comment ils sont, justement, en termes de cote de popularité? Est-ce que Trump, quelque part, les entraîne dans sa chute, ou est-ce que eux, au contraire, ils se distinguent? Claire? Alors, si on reprend l'exemple de J.D. Vance, il a quand même souffert ces dernières semaines du fait justement des négociations qui n'ont pas eu lieu finalement sur l'Iran. Après, il a été remis en difficulté sur un autre dossier là, dont je remets pas. Je remets pas dans ma tête, mais justement, il a souffert des décisions de Trump qu'il ne porte pas forcément. N'oublions pas que justement sur la guerre, c'est quelqu'un qui prônait beaucoup le America First en disant on n'a pas à dépenser de l'argent pour aller faire la guerre à l'extérieur et pour faire tomber des régimes. Ce n'est vraiment pas du périmètre de l'Amérique et d'être le gendarme du monde. Donc ça, c'est un discours qu'il a très fortement porté. Donc forcément, Même il a en été 2016. tout à fait complètement. Donc il est mis en difficulté aussi sur des choix de politique interne, et puis il prend des positions lui-même extrêmement fortes, par exemple, notamment en critiquant les propos du pape. Donc ça le positionne d'une manière, mais ça le met aussi en difficulté par rapport à toute une partie de la communauté MAGA. Après, il y en a d'autres dans son entourage, et on voit déjà les guerres intestines se dessiner avec un Marco Rubio, qui lui a plutôt bénéficié, on va dire en tout cas, de la guerre finalement au Venezuela, puisqu'il a vraiment été mis en avant finalement. Et là, sur les propos de Trump, qui visent aussi encore à flatter son électorat MAGA sur Cuba, eh bien, Marco Rubio est encore une fois au premier plan. Il y a également Pete Hegseth, qui a été mis en difficulté là dernièrement aussi avec les soupçons de délit d'initié. Donc, bref, on voit bien qu'il y a cette jeune garde, comme tu le dis, derrière lui, qui souffre de Donald Trump, bien entendu, et de ses errements, mais qui en même temps font leur nid. Et justement, on attaque beaucoup Donald Trump sur ses errances, sur le fait qu'il ait des problèmes cognitifs, qu'il y ait une dégénérescence assez poussée. Donc il y a beaucoup d'expressions, notamment de spécialistes dans les journaux, sans même avoir réellement la connaissance du patient, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc encore une fois, ils en souffrent. Néanmoins, derrière, ça veut aussi dire qu'ils ont en partie les mains libres. Parce que oui, il est surexposé médiatiquement parlant, Donald Trump, mais à côté de l'administration, elle tourne. Et qui est aux mains de l'administration aussi? Ce sont ses fidèles et son entourage. Et si lui, il a des difficultés cognitives, ça reste à prouver et à déterminer, et bien dans ce cas-là, c'est l'entourage qui prend le dessus. Donc son entourage direct, c'est aussi ces jeunes lieutenants finalement. Donc quelle est leur marge de manœuvre? Moi personnellement, j'ai du mal à la voir, ce qu'on en lit dans les journaux bien évidemment, mais j'ai du mal à percevoir aujourd'hui quel est vraiment le rapport qu'ils ont par exemple avec la Heritage Foundation, dont J.D. Vance est très proche, quel poids ça leur donne, comment ils préparent véritablement l'après Donald Trump. Ça, c'est encore un peu flou. C'est vrai, Tristan, sur cette question parce qu'en fait, on peut presque déjà parler de l'après Trump. Et en fait, on a beaucoup de mal à jauger où en sont tous ces fidèles, tous ces sous-fifs, tous ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui ces sous-fifs, mais qui demain seront peut-être le futur candidat républicain à la Maison-Blanche. J'ai presque envie de dire que c'est un peu effrayant, parce que, comme je disais tout à l'heure, par moment, on pourrait même se demander s'ils sont pas pires que Trump, d'autant qu'ils sont jeunes et qu'ils vont durer longtemps. Ouais, alors ils sont jeunes, ils ont encore toute leur carrière politique devant eux, mais ils sont très impopulaires. Ils sont très impopulaires dans la population américaine.
Alors j'ai checké pour J.D. Vance, je crois que c'est 50% de gens qui sont contre J.D. Vance. Faut jamais oublier quand même que le Trumpisme, ça repose sur deux aspects. Il y a quand même l'aspect politique, bien évidemment, les politiques de droite populiste, d'extrême droite, mais il y a quand même aussi beaucoup le spectacle. Donald Trump, il arrive à être populaire parce qu'il occupe l'espace médiatique tout le temps. Et puis voilà, tout le monde commente ce qu'il fait chaque jour dans les chaînes d'infos. J.D. Vance et Marco Rubio, c'est quand même pas le même type de Trumpisme. Hein. C'est la politique peut-être même plus extrême, mais en tout cas, il y a tout cet aspect spectacle qui manque. Donc voilà, c'est-à-dire il reste encore 2 ans avant la prochaine élection présidentielle. Ça leur laisse 2 ans pour se préparer. Tout peut arriver en 2 ans. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de successeur qui est précis et qui remporte voilà une majorité de suffrages dans l'opinion américaine. Alors, pour ce qui est de ces codes de popularité, de ces problèmes de popularité qu'ont Trump et son administration, peut-être qu'elles seraient éventuellement dues aux questions économiques, parce qu'on a vu là cette semaine que la dette publique américaine avait dépassé de ton point de vue, à quoi peut-on expliquer cette hausse significative de la dette américaine ? Ouais, il y a plein de raisons, notamment effectivement ces investissements. Hein, la Big Beautiful Bill, elle coûte énormément d'argent en fait aussi, puisque il y a justement des investissements qui ont été faits, notamment dans l'innovation. Il y a aussi des taxes qui ont été coupées, qui visaient aussi des ménages plus riches. Donc il y a des rentrées d'argent qui sont moindres et donc des dépenses qui sont plus. Je suis pas économiste, mais et puis évidemment l'effet des droits de douane qui a longtemps été commenté et sur lesquels j'imagine qu'on va revenir également. Mais ce qui est important en fait dans ce discours et ce qu'on dit souvent, mais qui est vraiment important je trouve dans la polarisation actuelle du débat aux États-Unis et même chez nous, c'est que ce sont des ordres de grandeur qui sont relayés évidemment par beaucoup de médias, mais qui ne parlent pas en fait aux gens. La dette, ça parle quand même extrêmement peu, que ce soit dans tous les pays. Aux États-Unis, on est évidemment sur des chiffres colossaux qui ne sont pas du tout de l'ordre de la vie réelle et du quotidien. Et ça, c'est souvent quelque chose que la communauté MAGA aussi a dit, que en fait, ce sont des calculs d'économistes qui sont de toute façon à la botte de l'État puissant et justement intérieur, que ce sont forcément en fait des chiffres utilisés par des ennemis qui veulent du mal du coup à Donald Trump, etc. Oui, il y a toute une thèse complotiste qui s'articule autour de cette histoire de la dette publique. D'où aussi tout le discours de Donald Trump sur la reprise en main de la Fed. C'est un discours qu'il tient souvent sur la Fed, sur le fait que les taux d'intérêt ne lui sont pas favorables, qu'il ait fait en sorte que sa politique économique tombe, justement. C'est vraiment, encore une fois, tout un discours qui est profondément ancré, qui évidemment est très fort dans la base MAGA, mais qui a aussi une certaine résonance finalement chez tout un chacun et chez les électeurs, parce que en dehors de la base MAGA. Pas le discours complotiste, mais en tout cas le discours de finalement qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien. Et c'est ça qu'on a toujours du mal en fait à dire et à expliquer sur la dette. Et je trouve qu'aux États-Unis aujourd'hui, tel que le débat est présenté, en tout cas et dans les échanges que je peux avoir par exemple avec les militants en Arizona, c'est un argument très difficilement utilisable encore une fois sur le terrain pour dire attention, regardez la politique économique de Trump, parce que ça paraît encore quelque chose de finalement pas palpable directement dans le quotidien. Les droits de douane, on en parle et on va en reparler, mais c'est difficile de le sentir directement dans votre portefeuille. En fait, aujourd'hui, ce qu'ils voient, les gens, c'est une inflation galopante, des prix de consommation, notamment de la nourriture, extrêmement forts et élevés. Évidemment, le prix du gaz, et de l'essence, surtout, qui est difficilement non imputable à Donald Trump avec la crise. Donc, c'est peut-être le seul champ où il est tenu directement pour responsable. Mais sinon, finalement, ça existait aussi sous Joe Biden, et les gens ne font pas vraiment la différence, même si, encore une fois, la politique économique est claire, on peut voir des différences, mais comment est restitué ce discours et comment il est, on va dire, mâché par chacun, c'est difficile de voir véritablement les conséquences en termes de vote que ça peut avoir. Tristan, toi qui aux États-Unis
Comment ces chiffres de la dette sont commentés à la fois par les observateurs, mais aussi par les républicains, l'opposition, etc. Qu'est-ce qu'on en dit de cette explosion de la dette publique là-bas? Ouais, c'est très important que tu me poses cette question parce qu'on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire, on n'en parle pas du tout sur les chaînes d'infos en continu. C'est pas du tout le sujet. Mm. C'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout les Américains. Et Claire l'a très très bien dit. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser dans le camp démocrate, dans le camp de la gauche. C'est pas quelque chose qui est mobilisable, c'est-à-dire les gens ne répondent pas à ce problème-là. Puis les gens me diront toujours, mais de toute façon, il y a tellement d'argent pour faire des guerres, etc. Comment ça se fait qu'on peut pas utiliser cet argent pour rembourser la dette? Non, ce qui va parler aux électeurs, c'est le prix de la vie quotidienne, c'est le coût de la vie quotidienne, est bien plus important que la dette de l'État. Ce qui est important aux États-Unis, c'est de parler de la dette des ménages. Alors ça, pour le coup, on en parle beaucoup dans les chaînes d'infos en continu. Ce qu'on voit, c'est que cette dette à la consommation, ce crédit à la consommation, utilisent leur carte de crédit pour acheter à crédit des biens de consommation courante. Alors ça, c'est très important. Il va falloir avoir, comme le dit Claire, un discours vraiment mobilisateur sur le coût de la vie. Pour l'instant, ce qui est de la dette publique, vraiment, je t'assure que je regarde un peu, je fais le tour des chaînes d'infos en continu un peu tous les jours. C'est pas du tout un sujet. D'ailleurs, ça a toujours été beaucoup moins ici qu'en France. C'est quelque chose qui n'est pas du tout mobilisable pour le camp républicain. Et ni pour le camp démocrate. Donc ça reste vraiment très très loin des électeurs, très très loin même des cercles médiatiques, même de ce que l'on dit dans les journaux. Ça aussi, en France, on en parle peu, mais elle est bien là, l'inflation aux États-Unis en ce moment. Oui, tout à fait. Alors on en parle peu en France aussi parce qu'elle est moindre. Elle a vraiment été canalisée. Bon, alors après, c'est effectivement là l'Union européenne qui nous protège en partie, bien entendu, avec la BCE, donc la Banque centrale européenne. Mais oui, on la sent de façon moindre. Et en fait, la déconnexion aussi avec le coût de la vie au quotidien, même si il a largement augmenté en France, que ce soit le coût du logement ou justement le coût pour se nourrir. Évidemment, on ne parle pas encore une fois des conséquences de la crise au Moyen-Orient et donc du coup de la guerre en Iran sur le prix de l'essence, mais on voit que là ça a un impact direct. Donc oui, en fait on a quand même des mécanismes de protection en Europe où on voit que l'inflation a été relativement maîtrisée. Alors après il y a encore tous les discours sur la stagflation, etc. Et justement sur lequel je ne préfère pas revenir, mais puisque j'en serais bien incapable de décortiquer tout ça avec précision. Mais oui, on n'est quand même pas sur le même niveau qu'aux États-Unis, et même si les salaires ont augmenté aux États-Unis, et ça sûrement que Tristan peut... proportion avec laquelle l'inflation a couru est difficilement absorbable par les ménages. Et ça, c'est vraiment le sujet principal de la campagne de 2024. Et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, c'est intéressant que tu parles de diplomatie parce que on va y venir justement. Tristan, peut-être avant, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon. Non, je crois que Claire dit quelque chose de très intéressant et de très important. Là, c'est qu'il faut toujours rappeler que les chiffres sont toujours assez bons aux États-Unis. C'est-à-dire que le chômage n'est pas si haut, les salaires augmentent techniquement. Ça ne suit pas du tout l'évolution du coût de la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit, je vous assure. C'est-à-dire que c'est dans les conversations tous les jours. On le voit autour de soi. On le voit. Moi, je le vois chez mes collègues qui maintenant parlent vraiment ouvertement de à quel point c'est difficile de remplir le panier de courses de tous les segments de la population. Ok. Alors, justement, là, je vais y venir à la question diplomatique, parce qu'effectivement, il y a tous ces conflits un petit peu partout que Donald Trump engage et qui, en plus, coûtent du budget quand même à l'État américain. C'est aussi ça. Donc, et maintenant, il s'embourbe aussi avec l'Union européenne. Du moins en tout cas avec les partenaires européens des États-Unis. Trump a envoyé des tacles un petit peu partout à ses homologues espagnols, Pedro Sanchez, allemands, Friedrich Merz, italienne, Giorgia Meloni. Et de but en blanc, il a annoncé 25% de droits de douane sur les voitures européennes. Côté OTAN, il menace aussi. Il a annoncé le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne, un geste symbolique pour de nombreux observateurs. Mais il aurait aussi suspendu le déploiement sur le territoire allemand de systèmes de lancement de missiles de frappe dans la profondeur capables d'atteindre des cibles, par exemple sur le territoire russe.
étant donné le contexte géostratégique du moment. Claire, est-ce qu'on peut craindre, de ton point de vue, une escalade diplomatique, voire même une rupture des relations entre l'Europe de l'Ouest, en tout cas, et les États-Unis? Alors oui et non, dans le sens où en fait c'est la pure continuité de ce qu'il a commencé à faire depuis qu'il est revenu au pouvoir et même dans sa campagne. Là, on a l'impression quand même qu'il passe un petit peu la seconde et que d'ailleurs en face, ça lui répond aussi un peu plus. En fait, oui, parce que justement, il y a la guerre en Iran qui demande un peu plus d'exagération de sa part, encore une fois, et que les Européens ont un peu plus répondu dans les mots, finalement. Si on prend les derniers propos d'Emmanuel Macron, en fait, c'est que tout le monde est un peu fatigué parce qu'il y a trop de bruit. Il dit ça parle trop. Et pour le coup, là-dessus, il n'a pas tout à fait tort. On passe même, nous, et d'ailleurs on est là, mais beaucoup de temps à commenter la politique et les prises de position de Donald Trump. Mais en même temps, c'est bien nécessaire, effectivement. En fait, là, les droits de douane, qui sont évidemment un des points cruciaux de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est un outil comme un autre de politique étrangère pour Donald Trump. Et c'est pour ça c'est difficile, en fait, de savoir si c'est une escalade réelle ou si il y a vraiment un point tournant là dans sa politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est tellement dédié également. C'est-à-dire qu'il a menacé de droits de douane extrêmement élevés. Après, on a réussi à lui arracher. Ça a été largement commenté sur la capacité de l'Union européenne de faire paillasson sur l'accord justement en Écosse de droit pour tous les produits à 15%, qui nous rapproche finalement avec les négociations qu'ils ont fait de ce que peut subir in fine la Chine et l'Inde, alors même qu'ils étaient suridentifiés par Donald Trump pour avoir des droits de douane à 150 après %, etc. Exactement, mais en fait, tu le dis toi-même, c'est un cirque. Donc en fait, encore une fois, c'est un outil à sa disposition. Il l'utilise autant pour faire peur que par outil de négociation, puisque souvent il brandit, on le sait dans la tactique de Donald Trump, des choses vraiment outrecuidantes pour revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable après, mais qui paraît finalement comme une victoire à ses partenaires ou adversaires. Ouais. On ne sait pas exactement. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une escalade, mais ça fait partie du package. Ça fait partie du package avec l'OTAN, avec les 5000 soldats. Franchement, la relation purement historique des États-Unis, de position, même pas de gendarme du monde, mais même de position de sécurité. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quelque chose qui est vraiment un cadre hérité de notre ordre post-Seconde Guerre mondiale. Donc, il mélange un peu tout, et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement difficile de savoir si il va aller au bout ou si c'est vraiment de l'intimidation et encore une fois, une volonté de dire attention, je peux aller jusque-là, je n'ai peur de rien et surtout pas de vous. Et ça fait partie de son récit toujours victorieux finalement. Tristan, toi, déjà, premièrement, on a déjà vu dans l'histoire, à part peut-être sous Bush Junior contre la France à l'époque de la Seconde Guerre du Golfe, mais à part ça, peut-être, est-ce qu'on a déjà vu un président américain être aussi agressif envers ses partenaires, ses alliés européens? Et aussi, j'ai envie de te demander comment cette stratégie-là, elle est vue par les diplomates? Ouais, alors ça c'est une bonne question, hein. C'est-à-dire que ce que l'on a vu quand même dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, c'est quand même une hiérarchie. Et c'est une hiérarchie et c'est une hiérarchie dans laquelle les États-Unis sont les dominateurs. Donc ça a toujours été comme ça dans l'histoire, dans l'ordre mondial, et on a vu des présidents. Alors tu mentionnais Bush avec l'Irak, mais bon, moi je me souviens de Obama qui disait que dans l'OTAN il y avait beaucoup de free riders, quoi, et qu'on devait mettre fin à tout ça. Donc ce que Donald Trump fait encore une fois, c'est vraiment lever le voile, quoi. C'est vraiment faire le portrait d'une organisation ou d'une alliance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une relation de domination et de soumission. Et c'est finalement pas nouveau dans l'histoire américaine. Maintenant, ce que les diplomates disent, et ça, pour le coup, alors c'est vraiment dans tous les journaux, c'est que justement, il faudrait pas faire ça. C'est qu'il faudrait continuer comme avant, c'est-à-dire, bien sûr, avoir cette relation de domination, mais mettre un vernis dessus, hein, c'est-à-dire un vernis dans le gouvernement en ce moment. Ceux qui restent parlent, et ceux qui restent s'en inquiètent, parce qu'en effet, la tradition américaine, même si c'est une tradition, voilà,
de puissance, de domination, en général, elle est toujours emballée dans un discours de coopération, de collaboration avec l'Europe. Ça, c'est très nouveau. Mais là, l'Europe a aussi quelque chose dont elle pourrait se servir. Tu vois, moi, je le vois simplement à mon niveau. Les universités américaines sont en ce moment complètement désertées. Il n'y a plus d'étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces universités américaines. Il y a je vois que Sciences Po, par exemple, Paris, fait exploser ses inscriptions d'étudiants internationaux. Chose qui se passe. Ça pourrait être une opportunité, je pense, pour nous, mais cette opportunité, il faudra encore qu'elle soit politisée et puis qu'elle soit choisie. L'absence des diplomates, elle peut peut-être d'autant plus se faire ressentir quand on regarde, par exemple, ces déclarations sur Cuba. Et le fait qu'ils remettent toujours une pièce dans la machine, qu'il étouffe cette population, sans trop de raison en plus. Pour le coup, même en termes d'intérêt économique, on ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression qu'il se met martel en tête sur un sujet géopolitique un peu désuète, pour le coup, comme s'il était un petit peu resté dans les années 70. Claire, Tristan, Claire, je commence par toi. Qu'est-ce que tu en penses de ce... Sur Cuba, c'est une marotte, Ouais. alors qu'il y a toujours été quelque chose. Et justement, Tristan soulignait la continuité pour le coup de la politique de l'administration américaine. Et là, c'est le cas. Alors évidemment, il passe un cap. Très clairement, on n'est plus. Mais il l'a d'ailleurs toujours dit. Il l'a annoncé. Il voulait rayer le pays de la carte pour en faire une annexion. Donc, il a dit qu'on allait enfin s'occuper de Cuba. En fait, finir le sort de Cuba. C'était l'objet et c'est encore l'objet, avec quelqu'un qui est très convaincu à ses côtés, Marco Rubio, avec son histoire personnelle et familiale qu'il trimballe avec lui. Donc il y a des gens convaincus derrière Donald Trump. C'est pas seulement une lubie, encore une fois, et tu l'as dû le rappeler tout à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est l'entourage. Et là, Cuba, c'est pas seulement quelque chose sorti du chapeau. Il y a une forme de continuité. Et oui, là, on voit la disparition, effectivement, de l'ordre, encore une fois, hérité post-Seconde Guerre mondiale, où on utilise d'abord la diplomatie avant de se taper dessus. Et évidemment, on peut se taper dessus avec des armes, ce qu'il fait, mais on peut aussi se taper dessus avec des mots. Et le cadre protocolaire, le cadre diplomatique, Tristan l'a redit, ça permet quand même d'échanger et normalement de faire aussi, quand on peut, un peu avancer les choses. Parfois, ça échoue, bien entendu, mais au moins, on l'utilise comme outil. Et c'est pas du tout un outil qui intéresse Donald Trump. Tristan, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette rhétorique sur Cuba en ce moment? Oui, bon, alors c'est vrai. Cette fuite en avant vers Cuba. Ouais, t'as tout à fait raison, quoi. On croirait un vieux sénateur des années 70 de la Floride, quoi. C'est une obsession complètement désuète qui n'a vraiment plus lieu d'être. Mais moi, j'y vois quand même une grande cohérence. Tu sais, c'est quand même, il s'attaque à l'intérieur du pays à tous les mouvements de justice sociale, redistributeurs de gauche, et aussi en dehors du pays. Alors, il y a plein de problèmes avec Cuba. Il y a plein de problèmes avec le Venezuela, le coup du côté républicain, où on tape non seulement sur des émanations de gauche à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est vraiment une obsession. Et puis alors tout ce qui se passe, la Caraïbe et puis disons l'Amérique du Sud au nord, c'est vraiment leur grande obsession. Donc là, j'y vois vraiment aussi une continuation avec la politique républicaine d'avant Trump, mais aussi avec ce qu'ils font, leur grande obsession à l'intérieur des frontières américaines. Ouais. Alors, pour finir, du côté de chez Sam, j'aimerais parce que là, on parlait depuis tout à l'heure, en fait, on parle de continuation, finalement, de la vieille rhétorique de l'administration américaine depuis des décennies. Là, c'est peut-être un retour en arrière significatif sur le plan institutionnel qu'on a vu la semaine dernière. C'est la Cour suprême qui mettait passez-moi l'expression, un coup de crosse au Voting Rights Act de 1965. C'est quand même l'acte fondateur des droits civiques, de la protection des droits civiques des minorités aux États-Unis, et notamment des Afro-Américains, parce que dans les années 60, c'était ça le cœur du problème. Tristan, comme on est là sur quelque chose d'assez technique quand même, pour les Français, etc., parce qu'en plus on est sur un contexte électoral, sur un contexte de découpage électoral. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé et en quoi il s'agit d'un recul politique, notamment pour les électeurs afro-américains?
Ouais. Alors le Voting Rights Act de 1965, ça donnait la possibilité aux gens d'aller devant les tribunaux, si aller devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême pour dire voilà le découpage en Louisiane là bon ça en fait ça dilue toutes les circonscriptions afro-américaines dans des circonscriptions blanches souvent plus conservatrices et ça ne leur donne pas le pouvoir qu'ils devraient avoir puisque même dans ces États, tu sais dans des États plutôt rouges, la Louisiane, l'Alabama, la Géorgie, tu as quand même des îlots démocrates, en général les centres urbains, tu vois. La Géorgie, c'est un État plutôt conservateur, mais Atlanta, c'est un endroit plutôt démocrate. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir prouver devant les tribunaux l'intention raciste. C'est-à-dire que le redécoupage avait pour intention de nuire aux Afro-Américains. Donc, en gros, on demande aux élus de produire un reçu qui nous dit oui, moi je suis raciste, j'ai fait ça parce que je suis raciste, j'ai fait ça parce que je veux faire du mal aux communautés afro-américaines. Injection là qui sur l'état de Louisiane, de Alabama et là qui pourrait être complètement rouge, c'est-à-dire du côté républicain. Alors ça c'est vraiment majeur et surtout ce que la Cour suprême dit, c'est-à-dire cette idée qu'il va falloir prouver l'intention raciste ou l'intention de nuire aux communautés afro-américaines, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être prouvé. C'est-à-dire personne ne va dire oui, j'ai fait ça pour nuire aux Afro-Américains et puis par conséquent nuire plutôt au mouvement progressiste. Donc c'est vraiment majeur. Hein. On se rend pas compte ce qui se passe. C'est majeur parce que voilà, et le problème est toujours le même, c'est que cette Cour suprême donne son avis à peu près sur tout et qu'elle est que Venir à cette question-là sur les midterms parce qu'on en parlait. À chaque semaine, on a toujours un petit peu ces mots à dire sur des personnages un petit peu même daniliens qui gagnent un petit peu qui soit gagnent une primaire, soit gagnent une élection, soit au Sénat, soit à la Chambre des représentants ou à un gouvernorat. Là, j'ai envie de dire, est-ce que ce qui se passe à la Cour suprême peut être décisif en vue des midterms et voire même permettre à Trump et au clan MAGA, à sa suite, comme on en parlait tout à l'heure, de verrouiller le pouvoir pour de nombreuses années? Oui, complètement. C'est un vrai risque, comme le dit Tristan, parce qu'en fait, c'est vraiment une politisation de la Cour suprême. On l'a vu, Donald Trump a nommé plusieurs juges, évidemment, donc de sa couleur et au-delà de sa couleur, qu'il s'est bien assuré de ce qu'il soit d'accord avec un certain nombre de sujets. Il a déjà commencé à le faire avant de partir de son premier mandat Exactement, en 2020. Exactement, notamment à la faveur de la mort de certains juges éminents, mais qui avaient peut-être justement poussé le bouchon et le risque un peu loin justement de se faire remplacer par des personnages de pro-Trump issus aussi de la Federalist Society. Et donc encore une fois, on parle des personnages et on parle des entourages avec un personnage qui est central dans la refonte du système judiciaire américain. C'est Leonard Leo qui est donc effectivement ce représentant de la Federalist Society, donc dont 3 des juges de la Cour suprême nommés par Donald Trump sont issus. Et à peu près je crois que j'avais lu entre 80 et 90% des juges qui ont été nommés par Donald Trump depuis justement la fin de son premier mandat et là le début de son deuxième. Donc on a effectivement une politisation dans le sens où on ne prend des juges et on ne nomme des juges que s'ils sont de notre couleur politique. Donc on n'est plus sur la compétence, mais on est sur un accord effectivement et une partisan, donc une politisation de l'appareil judiciaire. Donc à partir de là, évidemment qu'on a cette course au redécoupage électoraux. On l'a vu en Californie, c'est peut-être Newsom qui a été le plus vocal, mais on l'a vu dans plein d'États, au Texas, en Virginie. Donc oui, c'est quelque chose qui est fait parce que justement les démocrates ont aussi décidé de prendre cet outil, alors même que c'était un point de division au sein du Parti démocrate d'utiliser ou non le redécoupage électoral comme justement outil on va dire électoral direct et donc levier électoral. Et ils ont dépassé ça, en tout cas pour certains, le temps de se dire ok, en fait finalement si les républicains l'utilisent comme un outil
outil électoral, comme un levier, et ben nous aussi, on est obligé de le faire pour se battre à armes égales. Donc c'est quelque chose que justement Newsom a mis en avant. Et là, on voit bien que justement, le juge, en s'attaquant en plus à un territoire spécifique, justement, bien républicain, avec tous les risques, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Tristan, c'est excessivement important parce qu'on peut se poser les questions de la fille, mais de manière donc du coup partisane et politique par le système judiciaire en place. Est-ce que finalement l'institution est encore démocratique et donc les règles de vote sont encore démocratiques? C'est véritablement, ça pose la question, et c'est d'ailleurs ce que les politologues américains appellent aussi le counter-majority problem. C'est le fait qu'une minorité peut, et c'est ce que tu disais en introduction dans ta question, peut longtemps gouverner justement par les outils en place, alors même qu'ils ne sont plus représentatifs de la population. Donc c'est un vrai risque qui pèse effectivement sur le fonctionnement même de la démocratie et donc de la représentativité de la démocratie américaine. Toi, Tristan, pour finir, dernier mot sur justement cette question-là, est-ce que là on est justement vers une menace de verrouillage du pouvoir par l'institution Trump, l'administration Trump, pardon, et surtout, est-ce que c'est peut-être la dernière étape ou l'avant-dernière étape avant une fascisation définitive des États-Unis? Électorale, et donc ça, voilà, il y a un contre-pouvoir là, un levier qu'il faudra utiliser, bon, comme Claire vient de le dire, hein, avec la Californie, mais tu sais, ça a été le cas aussi à New York, c'est-à-dire ils font tous un peu leur redécoupage électoral, donc c'est quand même très problématique. Mais là encore, tu vois, il y a une grande continuité avec la politique de Donald Trump, c'est-à-dire que ne pas voir qu'il y a du racisme dans le redécoupage des cartes électorales, dans les règles électorales, les procédures électorales, les horaires de vote, comment on peut se rendre physiquement à un bureau de vote, tu vois, c'est nier le caractère systémique du racisme. Alors dès le début, hein, sur un racisme structurel, systémique, que tout ce qui est raciste doit être nécessairement visible, nommable. Non, le racisme, voilà, il est intégré dans les lois, il est intégré dans les procédures, il est intégré dans les découpages électoraux. Et là, c'est un levier qui vient, c'est un boulon qui vient de sauter. Et c'est en effet très dangereux. Mais alors, je pense pas que c'est une étape encore vers cette fascisation dont tu parles, donc qui est là depuis longtemps et qui est même là depuis avant Donald Trump. Mais il reste encore, un certain nombre de contre-pouvoirs quand même qu'on peut encore utiliser. Juste pour ajouter effectivement un point sur justement le racisme systémique dont parle Tristan, ce qui est important, et c'est vraiment dans la stratégie de l'administration Trump, c'est la démobilisation aussi de ces électorats-là. C'est bien ce qu'on cherche à travers ces dispositions et ces prises de position. Il est important aussi de les démobiliser, qu'ils comprennent que le système ne veut pas d'eux, et donc de ne même plus aller voter. Et alors là, vous avez in fine gagné. Ok, bon, ça nous promet de beaux auspices pour les mois qui viennent. Hein. On va faire à suivre, on verra un petit peu comment ça évolue d'ici 2 semaines. Merci Claire Abès. Merci à toi. Merci Tristan Cabello. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans 2 semaines pour faire le point sur tout ça et puis sur d'éventuelles nouvelles bombes qu'aura lâché Donald Trump d'ici là. On n'en doute pas. Vous l'aurez compris, hein, du côté de chez Sam, c'est terminé. Pour cette émission. Avant de nous dire au revoir, je vous rappelle quand même que le média est candidat pour obtenir un canal TNT Île-de-France et pouvoir justement proposer un contre-discours à l'agenda réactionnaire comme celui de Trump par exemple, mais nous on a nos propres Trump, hein, on a Pierre-Édouard Sterrin par exemple. Donc voilà, aidez-nous à construire un contre-discours, je vais y arriver, à l'agenda réactionnaire sur vos télévisions et pouvoir accueillir sur vos écrans les camarades qui luttent, les médias qui portent leur combat et des émissions